C'était donc, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et enchaînons notre débat sur les acquis de la COP27 lors de cette édition de notre programme Autour du monde. Alors, les acquis de l'Égypte de l'organisation de la COP27 sont innombrables. Il s'agit d'acquis politiques, économiques et bien sûr touristiques qui dépassent toutes les prévisions. L'Égypte a donné un exemple extraordinaire d'entente et d'efficacité lors des 2 semaines de ce rendez-vous onusien annuel. Tous les invités ont salué l'effort de l'Égypte afin de faciliter les négociations et les différents pavillons qui ont traité des questions climatiques cruciales. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ces acquis. Bonjour, docteur Raouf Ghaffar, bonjour. Bonjour. Alors, les invités qui ont participé à la conférence de la COP27 ont témoigné de l'effort déployé par l'Égypte pour le bon déroulement de ce rendez-vous. D'après vous, quels sont les facteurs qui ont aidé à la réussite de ce sommet? Premièrement, ça a été très bien préparé. Ça a été très bien organisé et je veux dire que le choix de Sharm el-Sheikh pour ôter cette conférence a été un choix vraiment très réussi. Et nous avons d'ailleurs vu qu'il y a plus de 60 000 participants, ce qui marque un record. Et puis, bien que c'est la 27e édition, mais tout le monde a confirmé que c'était la plus réussite et la meilleure organisée. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Sur le plan, comme vous avez bien mentionné, sur le plan touristique, on a montré à tout le monde que nous avons des endroits qui peuvent vraiment représenter les meilleures destinations touristiques au monde. Second lieu, la ville de Sharm el-Sheikh est en voie pour être une des villes vertes, disons, et propres. Donc ça, encore, ça marque un exemple pour non seulement les autres villes en Égypte, mais pour tout le monde. Ça, sur le plan, certainement l'Égypte a beaucoup bénéficié de ce programme, de cette conférence pour signer beaucoup d'accords sur la direction des énergies propres, etc. Mais en principe, à mon opinion, le résultat le plus important, c'est pour la première fois, le monde entier entend la voix des pays pauvres, des pays qui ont souffert le plus des répercussions du changement climatique. Et comme résultat, on a formé un fonds pour justement couvrir les dégâts et les pertes que ces pays souffrent et qui va être justement financé par les pays qui sont responsables aux émissions les plus sérieuses dans tout le monde. Ça, à mon opinion, c'est un résultat très important. D'ailleurs, ça a été confirmé par le secrétaire général de l'ONU et par conséquent, ça va marquer un changement vraiment très important sur le plan disons, remédier les répercussions du changement climatique par tout le monde. Docteur Raouf Ghaffar, vous venez de dire que la COP27 a remis les pays émetteurs de gaz face à leurs responsabilités. Que pensez-vous des accords conclus afin d'aider les pays moins nantis à affronter les émissions nocives? Il était temps que les pays qui sont responsables de ce phénomène, vraiment d'être responsables. Et je pense que ça, c'est ce fameux
fonds qui a été formé, ça marque déjà un pas très important dans cette direction. Donc, pour la première fois, les pays responsables admettent qu'ils doivent aider les pays qui n'ont rien à faire avec ça, mais qui souffrent. Donc ça, à mon opinion, c'est une responsabilité qui a été maintenant transformée de simples promesses à un accord qui va être exécuté. Et d'ailleurs, un comité a été formé pour justement se rassurer que toutes les décisions prises dans cette conférence soient exécutées dans les semaines et les mois prochains. Oui. Passons à un autre sujet, la guerre russo-ukrainienne. Eh bien, suite à la déclaration du président Abdel Fattah el-Sisi incitant toutes les parties à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, comment évaluez-vous la création d'un comité russo-américain sur le traité nucléaire START qui doit fixer une date au Caire à la fin de ce mois, novembre, ou plus tard, début décembre 2022, pour entamer des discussions pour mettre fin à cette guerre? Franchement, cette guerre a pris tellement de temps et ça a endommagé tout le monde. Donc, tout le monde, tous les pays, sans exception, ont souffert des répercussions de cette guerre. Oui. Et je ne parle pas de l'Ukraine, parce qu'elle a été complètement détruite et elle a besoin des années et des années pour se reconstruire. Mais je parle de tout l'autre monde. Les pays pauvres ont souffert de l'interruption des chaînes de provision, donc ils n'ont pas de quoi manger. Les pays de l'ouest de l'Europe, etc., souffrent du manque de gaz. Donc tout le monde a souffert. Et il est temps de s'asseoir sur une table et essayer de mettre fin à cette guerre. Oui, il doit y avoir une solution si jamais il y a une volonté. Et je pense que on doit même créer cette volonté, parce que sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde va souffrir. Maintenant, l'Europe, avec l'hiver, souffre avec le manque d'électricité, oui. etc., à cause du manque de gaz. De l'autre côté, comme je viens de dire, tout le monde souffre. L'Ukraine, la Russie sont des producteurs essentiels de beaucoup de grains, de beaucoup de nourriture. Donc, encore une fois, ça crée une crise mondiale. Et je pense, à mon opinion, bien que tout le monde n'est pas si optimiste pour une terminaison, disons, rapide, mais moi j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, d'ici quelques jours même, on doit se mettre d'accord pour trouver une solution finale et se mettre d'accord sur une solution qui soit acceptable des deux côtés pour simplement mettre fin à ce qui arrive. Pour le bénéfice non seulement de la Russie, de l'Ukraine, mais pour tout le monde. Et je pense que on commence à entendre maintenant qu'il y a des discussions entre l'Amérique d'un côté, l'Europe et la Russie. Il y a plein de chefs d'État qui veulent intervenir. Entre autres, notre président, il a offert l'aide de l'Égypte, si jamais, pour rapprocher un peu les points de vue entre les deux côtés. Donc, il y a maintenant vraiment une volonté, par conséquent, une chance d'aboutir à la fin de cette crise, oui. À la fin de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et je tiens à vous remercier infiniment,
Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Et enchaînant avec le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est ouvert samedi en Tunisie avec la participation de 89 délégations qui sont présentes, 7 organisations internationales et plus de 30 dirigeants, dont certainement le président français Emmanuel Macron. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le sommet de la francophonie s'est ouvert samedi en Tunisie, axé sur la coopération économique. Au total, 89 délégations sont présentes, 7 organisations internationales et plus de 30 dirigeants, dont le français Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau, le président du Conseil européen Charles Michel et le Sénégalais Macky Sall. Ce 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie sur l'île de Djerba sera aussi l'occasion de célébrer avec retard les 50 ans d'une organisation fondée en 1970 et forte de 88 membres qui ne sont pas tous francophones, tels que l'Arménie, l'Égypte, la Moldavie, les Émirats arabes unis ou la Serbie. Avec 321 millions de locuteurs, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Pourtant, dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans, a observé Emmanuel Macron, invoquant la facilité d'usage de l'anglais ou encore la difficulté d'accéder à des livres en français à des prix abordables. Emmanuel Macron a ajouté que la langue française représente pour le continent africain la vraie langue universelle. Selon lui, la francophonie, c'est la langue du panafricanisme. Longtemps considérée comme une société secrète et ritualiste entretenant des liens mystérieux avec le monde des esprits, les adeptes du Gul Wamkulu, la grande danse des pieds nus, en Afrique du Sud s'ouvre de plus en plus au public. Shamsenemi nous donne plus de détails. Au son des tambours, des hommes aux pieds nus, portant de vêtements colorés et de masques, battent la mesure dans le township de Mufakose, au Zimbabwe. Certains ont le visage et la tête recouverts de plumes de volaille. Bienvenue dans l'univers de Gul Wamkulu. La grande danse pieds nus d'Afrique tire ses origines du peuple Chiwa de Malawi et du Mozambique et de la Zambie. Pratiquée dans les villes et les communautés minières et agricoles, elle fait débat. Pour cause son lien supposé avec certaines pratiques, ses adeptes contestent. Nous célébrons nos ancêtres qui ont apporté la culture du Malawi, mais qui sont décédés depuis. Regardez, je suis jeune. Ce qui me fait mal, c'est que les gens considèrent que notre culture appartient à ceux qui ne savent pas penser et qui ne sont pas éduqués, explique Notis Mazoro, organisateur du festival. Pourtant, dans le pays, cette danse rituelle reste associée à la criminalité. Ces gens sont diaboliques, ils se déplacent avec des armes et sont des criminels violents. S'ils rencontrent quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils l'attaquent parfois, affirme l'habitant du township de Mufakose au Zimbabwe. Selon des témoignages, un jeune homme est mort après avoir été enterré vivant dans le cadre d'un miracle de résurrection qui a mal tourné. L'apparence de Gul Wamkulu et parfois le comportement des danseurs Nyo font que les gens supposent et pensent qu'ils peuvent être violents et qu'ils ont d'autres choses qui y sont attachées. Certains l'associent même à la sorcellerie, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais bien sûr, ces danseurs Nyo sont attachés à la médecine traditionnelle, souligne le leader de l'organisation Gul Wamkulu. Face à ces allégations, Gul Wamkulu, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2008, tente donc de redorer son blason. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous, bonne journée et au revoir.